Puis je pense que quand on est peut-être aussi un peu plus jeune, on réfléchit pas trop et peut-être tant mieux. Oui, tant mieux, parce que du coup, tu prends des risques. Et au final, tu oses réaliser tes rêves. Après ça, donc, je suis allée à Shanghai, mais je suis revenue à New York pour tout simplement lancer ma marque. J'ai commencé chez Michael Kors et en fait... c'est très bien aussi. C'était vraiment dingue parce que j'étais dans le studio de design de Michael Kors. Donc, je l'entendais là, avec sa voix tous les jours. Ponte de la mode aussi. On passait comme ça sur nos petits pieds, comme ça, nos pointes de pied devant son bureau. C'était assez dingue. Alors aujourd'hui, je reçois Floriane Thieblin, donc, qui est avec moi. C'est la fondatrice de l'agence de communication Akili Partners. Et elle a un parcours de dingue. Alors, elle voyage dans le monde entier déjà, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on la reçoit, puisque c'est un podcast voyage. Mais aussi, elle a fondé une agence qui travaille avec plein de destinations différentes. Et elle a toujours été inspirée par les voyages, notamment New York. Alors, parle-nous de New York, parce que je crois, Floriane, que tu as vécu un petit moment là-bas. Ouais, j'ai été entre les deux villes. Donc Paris, New York, ce qui est pas trop mal. C'est pas trop mal comme plan. Mais c'était surtout un rêve. Ouais. Et c'est vrai que, je pense que pour beaucoup de jeunes femmes, de jeunes hommes aussi, enfin voilà, New York, ça a été... moi, je suis née en 91, j'ai calculé l'âge. Et voilà, j'ai grandi avec Sex and the City, pas mal de séries pop culture, avec ce soft power américain et inspirationnel. Donc, juste génial, wow. Donc, ça représentait... c'est un peu la ville qui incarnait tous mes rêves, pro, perso, parce qu'après, j'ai évolué d'abord dans ma carrière dans la mode et le design. Et donc, avant de faire mes études aussi, je me suis dit, il faut que je teste un peu cette ville. Donc, j'ai fait un premier voyage vraiment de touriste, purement loisir, où j'ai essayé aussi un peu de networker. En fait, c'est une ville qui représente trop de choses pour moi, parce que une rencontre... C'est ça que j'adore aussi avec New York, c'est qu'une rencontre t'amène à une autre rencontre, t'amène à autre chose, t'amène à une expérience de la ville qui est totalement différente. Et j'ai rencontré un couple d'Américains à Paris, en pleine Fashion Week, et ils m'ont dit tu veux découvrir New York, viens. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Parce que les Américains, ils sont comme ça. C'est vrai que ceux qui ne connaissent pas très bien les États-Unis, ils ne le savent peut-être pas, mais ils sont très spontanés. C'est ça. Et vraiment, on peut apprendre à sociabiliser en 2 secondes, parce qu'ils vous parlent en 2 minutes. C'était dingue. Ils ne vous connaissent pas, ils vous racontent leur vie. C'est ça. Alors, en tant que Française... Et ils sont au feeling aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, il se passe un truc et tu te dis, mais est-ce qu'ils vont vraiment m'attendre? Est-ce qu'ils vont vraiment me répondre quand je serai sur place? Et effectivement, et bon, voilà, de fil en aiguille, amis d'amis. Et là, ça va faire 12 ans que je suis amie avec ces personnes-là. C'est génial. Qu'une personne est devenue un peu mon parrain dans le secteur de la mode. Et ça a lancé ma carrière là-bas aussi. Donc, c'est un peu dingue. Mais c'est aussi, saisir sa chance et voilà. Complètement, et les opportunités, et pas se dire que ça arrive qu'aux autres. Exactement, ça, c'est ce que m'ont appris les New-Yorkais. Exactement. Fight for it, voilà. Et alors, New York, donc tu te retrouves là-bas, qu'est-ce que tu fais finalement? Alors, tu vas être dans la créativité, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait? Ouais, très concrètement, j'ai eu des premières expériences pro, d'abord, pour me... Quand j'ai pris la décision que je voulais me lancer dans la mode, et assez rapidement, je savais que j'aurais un petit peu du mal à attendre. Je me suis dit, allez, let's go. Donc, j'ai d'abord travaillé chez Chanel en relations presse. Donc là-bas, pas mal, en deuxième, pardon. En deuxième Non, mais c'est fou. Parce que c'est bien quand même. Le temps passe vite. Chanel. Le temps, c'était sympa. Sans en faire de pub. C'était exigeant, mais c'était sympa. Le temps passe vite. Non, j'ai commencé chez Michael Kors. Et en fait... c'est très bien aussi. C'était vraiment dingue parce que j'étais dans le studio de design de Michael Kors. Donc, je l'entendais là, avec sa voix tous les jours. Ponte de la mode aussi. On passait comme ça sur nos petits pieds, comme ça, nos pointes de pied devant son bureau. C'était assez dingue. C'était assez dingue de vivre ça. On m'a donné la chance de vivre ça. Et du coup, il y a ce côté, quand on te donne la chance, quand on te fait confiance, après, je pense qu'il se passe quelque chose en toi où tu t'ouvres. Tu t'ouvres et tu fonces, en fait. Et donc, à la fin de cette opportunité-là, je savais que j'avais un autre stage plus tard. J'ai commencé à postuler pour l'année d'après, donc j'ai eu Chanel. Et après ça, donc, je suis allée à Shanghai, mais je suis revenue à New York pour tout simplement lancer ma marque de prêt-à-porter que j'ai eu une dizaine d'années. Une marque de prêt-à-porter, mais tu étais super jeune. Un peu, mais je pense que c'est pour ça. T'avais quel âge? J'ai lancé, j'avais 23, 23 ans quand même. Voilà. Mais
Ouais, mais vraiment, je pense que c'était aussi un contexte différent. Et puis, je pense que quand on est peut-être aussi un peu plus jeune, on réfléchit pas trop et peut-être tant mieux. Oui, tant mieux, parce que du coup, tu prends des risques. Et au final, tu oses réaliser tes rêves, parce que les gens, parfois, ne font pas par peur. Oui, c'est vrai. Bon, après, je pense que j'ai quand même eu cette éducation-là. Je suis fille d'entrepreneur. Donc, peut-être un conditionnement assez marqué. Et et puis, je pense une envie indéniable, un feu intérieur de faire des choses. Et c'est ça aussi. Et je pense que le voyage porte beaucoup en ça. Oui. Je pense que le voyage libère, en fait. Moi, je sais que j'allais dire mes meilleures idées, mais c'est trop bizarre de dire ça. Mes projets, de toute façon, on le voit, les projets, souvent, c'est après des vacances. C'est donc soit en lien avec la destination qu'on visite, soit avec autre chose. Et je pense que j'étais assez obsédée avec ce rêve de mode, de design, et le fait peut-être d'être ailleurs, du coup, hors d'un certain peut-être carcan ou de confort aussi, de confort, et aussi où tu te dis peut-être qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. En fait là personne te connaît, donc tu as tout à créer, et puis faut y aller, hein. Donc tu as 23 ans, tu lances ta marque, je crois, à peu près. Tu sors de ta zone de confort, on peut le dire. Et qu'est-ce que tu crées comme marque? Parce que ça, on a envie de le savoir. Il y a des archives encore sur Internet. Donc ça s'est d'abord... On ira voir, hein, quand tu en as, n'est-ce pas? Ça s'est d'abord appelé Floriane Fosso. Puis, donc, un peu expression galvaudée, mon nom de jeune fille. Puis, Floriane Studio. Justement, j'ai peut-être voulu un peu voir international. Et c'était un peu le début de la mode éco-responsable. Et donc, toute l'ambition, c'était de créer une mode glam. Donc, aujourd'hui, ça paraît un peu normalisé, mais à l'époque, c'était presque vu un peu comme folklorique. On est dans quelle époque, à peu près, les années combien? On est en 2015-2016. 2015-2016. C'est vrai que c'était pas encore trop ça. Non, c'était pas encore trop ça. Et donc, ce qui se faisait était assez marqué, pas mal de préjugés, que ça allait être soit c'était très dans le confort, très dans le confort ou dans le sportwear. Le côté durable, c'est pas important. Tant que ça, même à New York, finalement. Oui, et en fait, là où en fait, ça a touché mon côté un peu Frenchy là-bas, c'est que je récupérais en fait des tissus haute couture. Donc, j'étais dans les premiers designers français à faire de l'upcycling, donc de tissus haute couture. Ah oui, c'est très avant-gardiste pour l'époque. C'est ça, voilà. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que ça a évolué, ça a changé. Moi, j'ai fait d'autres choix perso, pro. Et c'était une magnifique aventure. Et c'est vraiment mon vivier d'aujourd'hui, ce New York et toutes ces rencontres. Complètement. Alors, on revient à New York et à Harlem. Alors, c'est un quartier que tu aimes particulièrement. Pourquoi? Pareil, pour ce côté, je pense, foison de créativité. De partage. Bon, déjà, on va pas se mentir, New York, Manhattan. Donc, Harlem est dans Manhattan. C'est important que tu racontes un petit peu pour ceux qui ne sont pas allés à New York, peut-être. C'est ça. En fait, Harlem, c'est un quartier au nord donc de Manhattan, à côté de Central Park aussi. Donc, moi, j'ai vécu à Central Harlem un petit peu. Et c'est un quartier qui m'a touchée parce qu'en fait, même avec des New-Yorkais, il y avait pas mal de, je pense, d'a priori. Finalement, même les New-Yorkais n'y allaient pas, avaient un petit peu peur de l'image, etc. Et moi, j'ai pu vivre là-bas parce que j'ai eu une solution d'hébergement, et j'arrêtais pas de dire mais c'est génial, en fait, c'est le nouveau quartier qui va exploser, inspirer, parce qu'en fait c'est un quartier historique, c'est forcément une partie d'histoire qui me tient à cœur autour des droits civiques des Afro-Américains. Et en fait, je ne me rendais pas assez compte du côté culturel, de tout l'héritage culturel de ce quartier, des galeries d'art. Bon, bien sûr, il y a le côté aussi gospel. Donc, c'est vraiment un quartier qui était bien sûr au début malfamé. Maintenant, on en est presque... En 10 ans, ça allait très vite. Maintenant, on appelle ça un quartier gentrifié, qui est un peu le nouveau Brooklyn. C'est ça. Donc, bien sûr, il y a des plus, il y a des plus et des moins. Mais le côté positif, c'est que ça rend honneur à cette culture afro-américaine. Et je trouve que ça lui rend vraiment honneur, et ça me fait très plaisir. C'est un magnifique quartier qui attire justement maintenant
une nouvelle clientèle, des touristes, et qui participent en fait à faire découvrir ce côté de l'afroculture américaine au reste du monde. Qu'est-ce qu'on peut voir en termes d'afroculture, par exemple? Donc, tu parlais de galeries. Ouais, il y a des galeries, il y a beaucoup de chefs. Beaucoup de chefs. Là, ça me revient pas parce que des chefs afro-américains. Afro-américains, mais africains. Aussi africains. Ouais, si vous tapez chef éthiopien Harlem, vous allez trouver. Ça m'énerve, ça me revient pas. Non, on va le trouver. Mais voilà, c'est un beau bastion culturel, gastronomique. Il y a effectivement des galeries d'art, de peintres, pas mal aussi de concept stores, donc des artistes mode, ouais, franchement. Plein de petites pépites. Plein de pépites. En se baladant. Voilà. Ouais, et puis moi j'adore, j'aime bien faire du sport aussi, je suis sportive, donc il y avait tout pour moi, il y avait le côté Central Park. Les fameux footings dans Central Park. Voilà, c'est ça, ouais, j'ai eu ce petit plaisir. et puis street food, c'est un gros quartier gastronomique. Intéressant, je ne savais pas ça pour Harlem, le côté gastronomie. Franchement, tu m'apprends quelque chose. Et alors, on parlait d'Afrique, tu as des origines aussi africaines. Oui, voilà, c'est vrai que j'en parle un peu. Moi, je suis franco-camerounaise, avec aussi des origines belges et polonaises. Quel mélange. Quel mélange, voilà. Comme par hasard, tu as beaucoup voyagé. Ouais, c'est ça. Je pense que... T'es tombée dedans quand tu étais petite. Effectivement, déjà, je suis avec mon petit frère le fruit d'un amour autour de la tolérance et des cultures de l'autre, de l'ouverture. Donc forcément, ça fait partie de mes valeurs. Donc le voyage, déjà, il y a toujours eu ce côté, quand on était petit avec mon frère, découvrir le Cameroun. Donc ça a été notre grand voyage. Moi, j'avais 6 ans. Et puis là, quand on a la chance de pouvoir voyager, découvrir une autre culture. Parce que tu es née en France. Je suis née en France. Voilà. Je suis française au niveau des papiers, d'identité. Oui, bien sûr. Et effectivement, plus un cadre français, mais on a eu la chance avec mon frère que nos parents, tous les deux, par égal, vraiment nous impliquent dans notre autre pays et autre culture. Et on a vécu, je pourrais pas dire 50-50, parce que c'est pas vrai, mais pas loin, peut-être 4 mois, ils arrivent à s'organiser à l'année pour qu'on découvre le Cameroun. Donc forcément, je pense qu'aussi, aussi jeune, c'est une énorme chance, richesse. Après, c'est aussi une différence. Ça implique d'autres choses, mais ça permet, je pense qu'effectivement, ça conditionne à toujours vouloir découvrir un peu d'autres façons de faire, quoi. C'est une différence, une richesse aussi avec toutes ces cultures finalement que tu as en toi. Et le Cameroun, alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire pour ceux qui ne connaissent pas non plus et qui ont envie de connaître peut-être. Alors justement, merci de me donner cette opportunité parce que je vais essayer justement de parler d'un Cameroun positif dont on parle très peu, même pas que maintenant. Et mon père est entrepreneur sur le Cameroun, étant sur le terrain et on fait le choix de bâtir sa vie et donc notre vie familiale autour. On a toujours vu le côté, c'est sûr, des gens qui essaient de faire des choses malgré les difficultés qui sont ce qu'elles sont. Mais c'est vrai que moi, dans mon cœur, j'ai toujours essayé de voir ce qu'il y avait de beau dans le Cameroun. Et il y a beaucoup de choses de belles. Et en fait, alors les Camerounais, on est très chauvins. Donc, on aime bien dire que c'est un condensé d'Afrique. Et là, on va énerver plein de monde. On va énerver tous nos amis parce que l'Afrique, c'est grand. C'est vrai que ça paraît un peu présomptueux quand même. Un peu présomptueux. Et d'ailleurs, j'ai pas visité tout au Cameroun, mais j'ai toujours reçu ça comme précepte. Mais non, c'est vrai qu'il y a une richesse des paysages. Donc, on a le nord plus désertique. On a le côté montagne. Je dirais nord, centre, ouest, d'où ma famille vient. On a le côté littoral, Kribi, les chutes de la Lobé. Même en fait dans la capitale politique qui est Yaoundé, on est juste dans la nature. On est juste dans la nature avec des collines. Y a plus, on a des parcs nationaux, les gens ne le savent pas. Donc c'est vrai que le Cameroun, on le connaît plus comme puissance politique, économique, mais c'est une destination qui va rebondir, qui va continuer de s'ouvrir au tourisme, parce que c'est plus une destination de tourisme d'affaires. Mais pour l'instant, oui. C'est ça, exactement, qui va recevoir des grands événements. Mais on sait, ceux qui ont la chance de connaître le Cameroun confidentiel ne peuvent que le recommander. Et puis,
C'est un pays qui a un grand patrimoine culturel. Il y a beaucoup, voilà, on le voit avec la diaspora, quoi, beaucoup d'artistes camerounais et une gastronomie. C'est Yannick Noah, peut-être, non? Oui, on va dire ça, ouais. Il adore le Cameroun, il en parle souvent. Et on va rester en Afrique, on va aller en Ouganda aussi, puisque toi, maintenant... à l'opposé à l'est. Voilà. On a presque la même ligne. Exactement. Ouais. On prend l'avion, on s'en va vers l'est. Et l'Ouganda, c'est une destination dont tu as la charge au niveau de la communication en termes de promotion touristique auprès des médias. Donc, c'est un pays qui est en plein boom au niveau touristique, notamment pour les gorilles des montagnes, que tout le monde rêve de voir. Mais pas que. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots l'Ouganda, voilà, pourquoi il faut y aller, quoi? Quelques mots, comme tu l'as dit, c'est la prochaine destination africaine à découvrir. C'est une destination sûre, c'est une destination accueillante et c'est une destination durable. Qui a vraiment pris un petit peu de temps à s'ouvrir, mais pour bien faire les choses. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, comme tu le disais avec Akili, on a cet honneur et cette responsabilité de promouvoir l'Ouganda. Et donc, on la lance cette année. On l'a lancé, c'est déjà fin d'année. On l'a lancé cette année. On est très, très, très heureux, très fiers. Et parce qu'en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir un pays, en fait, qui a vraiment construit son offre touristique autour de l'éco-responsabilité. Et c'est pas, on s'ouvre, il y a peut-être un dérapage, ou on revient en arrière, ou on adapte. Non. C'est souvent ça, plutôt. Voilà. Ouais. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est une destination un petit peu particulière, parce qu'il faut... je dirais comme se faire accompagner pour y aller. Avec une agence de voyage. Un tour opérateur, parce qu'en fait, c'est fait un petit peu exprès qu'il y ait pas mal de conditions. Par exemple, tu parlais des gorilles. On ne va pas voir les gorilles comme ça, ce n'est pas le zoo. Non. Et puis les gorilles, c'est des animaux sauvages assez puissants. C'est ça. Mais en fait, blague à part, c'est qu'il y a un permis gorille. Et, ils sont protégés. C'est ça, et qu'il y a tout un système qui est pensé pour que ça revienne à la communauté, que ça revienne à la conservation. Et aujourd'hui, c'est effectivement le pays qui a la plus grande concentration de gorilles au monde. En 20 ans, la population a doublé par cet effort et cette volonté que ce soit l'éco-responsabilité d'abord. Et donc, c'est une destination nature, quoi, qui touche. Ouais. Bon, ça donne envie d'y aller en tout cas. Et puis, j'espère. Autre pays d'Afrique. Alors là, on va descendre tout en bas, vraiment tout au bout, vers le Cap. Au bout, là, le Cap de l'Afrique, le Cap de Bonne-Espérance. On est en Afrique du Sud. OK. Alors, je sais que c'est un pays qui t'a beaucoup marqué aussi. Alors, pourquoi? Dans ma carrière, j'ai eu l'opportunité de représenter ce pays. Et donc, pareil au niveau promotion touristique. Au niveau promotion touristique. Et c'était un réel honneur parce qu'en fait, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui m'a toujours inspirée. Je suis un petit peu émue même en parlant. De par Nelson Mandela. Et c'est toujours une figure qui m'a profondément inspirée. Donc, j'ai eu la chance, par une opportunité pro cette année, d'enfin pouvoir réaliser mon rêve et d'aller en Afrique du Sud. Donc, j'ai visité le salon Indaba et donc à Durban. Et j'en ai profité. J'ai pris quelques jours pour me faire mon propre femme trip et justement me faire un peu mon pèlerinage et aller sur les traces de Nelson Mandela, notamment au Capture Point. C'est un pays de paradoxe. C'est un pays de paradoxe. C'est aussi un pays, désolé, mes sœurs et frères camerounais, mais c'est clairement un pays qui a un condensé d'Afrique, même, je dirais, un condensé... presque planétaire. Parfois, je ne savais plus si j'étais... D'influence internationale. Oui, parfois, quand on voit les paysages dans des canyons, je dis, attends, je suis aux États-Unis, tu arrives à la plage, je suis à Los Angeles. Oui, dans les paysages, c'est assez frappant. Et là, je pense à des personnes qui me diraient, mais non, dis pas ça, l'Afrique du Sud est unique. Et oui, elle est unique. Elle est unique, il ne faut pas la comparer aux autres. Mais c'est quand on a un peu voyagé, c'est assez bluffant, en fait, parce qu'on ne sait plus trop sur quel continent on est, au final. Et c'est vraiment, je me suis sentie hyper bien accueillie, parce que pareil, il y a des préjugés. Je me suis vraiment sentie hyper bien accueillie. Bien sûr, il y a des précautions de voyage à prendre. On est dans un pays qui est fort en Afrique, mais qui connaît des problématiques. Et donc, il faut bien préparer son voyage. Bien sûr, mais je tiens à rassurer ton audience et dire vraiment que c'est une destination très, très, très agréable.
Et puis Shanghai, c'est aussi une destination rien à voir avec Rien à l'Afrique. voir. Là, on part en Asie, on prend beaucoup l'avion là. Alors, très très loin. Shanghai aussi, alors, ça t'a beaucoup marqué. Oui, mais Shanghai, je parlais comme les jeunes, c'était fou. Ah bah oui, mais t'es encore jeune, hein, ça va. Après, on C'était, veut parler comme les jeunes aussi. c'était fou. Bah, déjà, bon, j'y suis allée, j'étais encore étudiante. C'est là où j'ai fait mon master spécialisé dans le luxe. Ah oui, c'était voilà. là-bas, d'accord. Voilà, donc j'ai étudié le luxe asiatique. Et en fait, je pense que moi, j'y allais avec des a priori pour le coup. Et je suis ressortie, mais assez changée parce que il y a ce côté bah, que j'avais à New York aussi. euh, Pas de limite. Pas de limite. Bon, j'y suis allée dans une année aussi particulière. C'était en 2013, en plein boom. J'étais voilà, donc à Shanghai. Ce côté aussi très ouverture sur l'autre à l'époque, cosmopolite. On est avant le Covid, tout ça. Et donc là-bas, j'ai en fait démarré un peu mon projet entrepreneurial autour de la mode parce que j'avais créé un blog en fait pour mettre en avant les designers chinois, mais aussi asiatiques. Et donc là, je parlais, voilà, je parlais un peu de mes rencontres et aussi de mon projet parallèlement et de comment ces designers m'aidaient un petit peu à réfléchir sur mon projet. Oui. Et à la fin de ça, juste avant de repartir, on a fait un défilé ensemble et où moi, j'avais présenté voilà, une première création. Voilà. Et Shanghai, au quotidien, c'est comment? Je suis jamais allée, je me demande. Bah, ça fait longtemps hein, que j'y suis pas. Après, mais quand tu y es allée, la première fois, ton impression? Ah bah c'est la vitesse. la vitesse, un tourbillon. La rapidité, le sentiment, bah aussi très libérateur de se dire je suis rien. En fait, on est tellement nombreux. Non mais on est tellement nombreux parce que je pense qu'aussi en Europe, on a parfois un côté où on se pose beaucoup de questions. Là, effectivement, en fait, il y a un truc, les Chinois disent que voilà, s'ils parlent pas plus fort, qu'ils toussent pas un peu plus fort, on va pas les entendre. En fait, ils sont très nombreux, très nombreux. Tellement et donc voilà, ouais, il y a un côté voilà très battant, très battant, travailleur, fonceur. Et puis il y avait une énergie folle. C'était le début du luxe. Enfin, non, n'importe quoi, parce que les gens dans le luxe vont me dire tu dis n'importe quoi. Mais je dirais de l'apogée, même d'un luxe chinois et de l'apogée de ce que pouvait justement amener la Chine au luxe, au reste du monde. Donc, on était vraiment dans cette... ce que je crois qu'une des meilleures années voilà, du luxe, c'est 2013. Donc, on était là-dedans. Donc, un truc voilà, très glam, très... mais pareil, une ville et un pays de contraste, quoi. Eh oui. Et la France, alors? Bah oui. On y retourne. On y retourne, on se recentre. Et il y a une destination que tu aimes beaucoup, c'est les Sables d'Olonne. Là, ma belle famille va être tellement contente. Ouais, bah oui. Il faut leur rendre hommage aussi. C'est clair. Bah ouais, c'est la ville où je me suis mariée, donc forcément une belle place dans mon cœur. Et c'est un côté que bah, je me suis découvert, le côté mer, le côté huître, fruits de mer, littoral un peu plus froid, parfois un peu plus rude, mais que j'adore. Vraiment, la Vendée, voilà, c'est pareil, c'est un mélange, le côté côte sauvage, le côté un peu plus historique, piéton, enfin des très, très belles constructions. Et puis, bah, ce qu'on aime, voilà, chez les Français, le côté chaleur humaine, quand les gens s'ouvrent, voilà, on rentre dans leur cocon. Donc, je suis contente que ma belle famille soit installée là-bas, une dizaine d'années, et qu'il nous ait passé un peu ce virus de l'océan. Et pour finir, s'il y avait une destination où tu aimerais t'installer demain, là, comme ça, sans réfléchir. Ah non, c'est très dur. Ah si, c'est bon, allez, go. Vas-y. Je suis curieuse le Portugal. Ah, tiens donc. Ouais. Pourquoi? Bah bon, j'ai des attaches personnelles, des amis. Je ne vais pas refaire toute ma vie. J'ai eu des projets aussi là-bas. Ouais. J'adore une énergie de dingue aussi. Pareil, voilà, en fait, c'est ça. Il y a une énergie. Bon, on va pas se mentir, les températures sont quand même très sympathiques. Ça aussi, c'est sympa. Et puis, je pense que ça condense tout ce que j'aime. Le côté paysage sauvage, mais aussi ville, de l'histoire, du soleil, chaleur humaine. Et puis, mon côté pratico-pratique, pas loin de la France aussi. Ouais, cœur de l'Europe. Ouais.
Et puis une énergie, quand je parlais d'énergie, c'était surtout les entrepreneurs à Lisbonne, toute la tech qui est installée là-bas. Ils facilitent leur vie. Puis au niveau économique, ça se passe plutôt bien pour le Portugal en ce moment. Oui, en plus. Et puis qui est cosmopolite. Moi, je vois que j'y vais pareil. Mais il y a un peu ce côté-là. Hein, il y a beaucoup d'expats. Et bon, on arrive toujours à tisser une conversation. Et il y a un truc. Lisbonne, j'aime beaucoup. Bon, merci beaucoup Floriane pour ce podcast. Tu nous as fait voyager vraiment sur toute la planète quasiment. Et on a envie de te suivre dans tes aventures d'Akili Partners, une agence que tu as créée il y a un peu moins d'1 an aujourd'hui. Et puis on te souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de voyages pour la suite. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Bye.